Liberté, diversité, proximité. Vous êtes sur RGB. Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant une heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver pour le 32e numéro du 100% football amateur à Cergy et nulle part ailleurs, c'est tous les lundis pendant une heure. Ce soir, on va parler faillite, États-Unis, Money Time du championnat de Régional 1. Donc si vous êtes parmi nous, soyez les bienvenus, restez parmi nous. Voici les titres. Jean Boyer face à la faillite de Wascal, monument du football nordiste. Les réserves des clubs pro dominent le championnat de Régional 1 et pourquoi le football fait vibrer l'Amérique selon Jesus Mafuta. Pour m'accompagner en plateau, bonsoir Kevin Berebi. Salut Farid, merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. Et Abou Chatri, comment vas-tu Abou ? Comme d'habitude Farid, dès qu'on parle de foot, ça va toujours bien. Bon, tant mieux en tout cas. Merci messieurs d'être à mes côtés. Voici le programme, mesdames, messieurs. Muté en cours de saison, l'attaquant Jean Boyer fait le point sur la situation chaotique du club de Wascal et évoque son parcours, ses ambitions et ses doutes face à l'incertitude financière qui plane sur l'équipe. C'est le coup de gueule dans quelques instants. Statu quo dans le championnat de Régional 1, c'est toujours aussi serré à quelques journées de la fin. On décrypte la 19e journée en seconde partie d'émission. Entre passion, ferveur et surprise culturelle, Jesus Mafuta, ancien joueur à l'université de Marshall, nous raconte comment le football fait vibrer l'Amérique à quelques semaines de la Coupe du Monde. Bienvenue à ce micro, Jesus. Merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. C'est parti. Le 100% football amateur, coup de cœur, coup de gueule. Alors que le club de Wascal en National 2 traverse une crise financière sans précédent, l'attaquant Jean Boyer, arrivé en janvier, revient sur son intégration tardive et partage ses inquiétudes en direct pour l'avenir du club. Il est avec nous au téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir Jean, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va et vous ? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes arrivé tardivement en janvier dernier. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre Wascal Football à ce moment-là ? Alors déjà, avant tout, j'avais pu faire une petite semaine durant la prépa d'été avec eux. Donc j'avais pu voir qu'il y avait déjà une très bonne équipe, un bon staff et surtout de très bons joueurs. Donc c'était très intéressant et j'ai eu l'opportunité fin janvier de pouvoir les rejoindre, donc j'ai pas hésité. Vous n'avez pas hésité parce que juste avant, vous étiez du côté de Nîmes. C'est ça, exactement. J'étais avec la réserve du Nîmes Olympique. Voilà. Et je le rappelle à nos auditeurs et auditrices, pour avoir quand même cette info importante, ce club de Wascal est en deuxième division il y a quand même une vingtaine d'années. Donc c'était un club historique. On parle, Jean, d'une dette entre 400 et 800 000 euros. Comment vivez-vous en tant que joueur la situation financière de votre club ? C'est ça. Donc honnêtement, en tant que joueur, que ce soit pour moi comme je pense pour mes coéquipiers, c'est une situation assez compliquée. Parce que honnêtement, chaque jour, on a l'impression qu'il y a des choses qui changent, que ce soit positivement ou du moins pas positif. Donc déjà la semaine dernière, la DNCG est passée, ça parlait de déposer le bilan. Au final, on est toujours là, on a pu faire le match ce week-end. D'ailleurs, on a gagné. Et là, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc c'est un petit peu compliqué, honnêtement. Et quelle est l'ambiance dans le vestiaire ? Ça reste une très bonne ambiance. Le coach Tony Akli, il arrive à fédérer tout le groupe. C'est d'ailleurs, je pense que c'est grâce à lui, grandement partie grâce à lui, que les joueurs, on arrive à faire ces résultats-là et que tout le monde reste concerné. Donc, ça reste quand même positif.
Oui, en effet, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que les entraînements et les matchs se déroulent normalement malgré les problèmes financiers? Alors, au niveau des entraînements, on a réduit le nombre d'entraînements. Voilà, pour essayer C'est-à-dire? On est passé de 4 à 2 entraînements actuellement. Et vous êtes en National 2, hein? C'est ça, exactement. Donc ça fait un petit nombre, mais bon, il y a des salaires qui sont pas payés, des petits problèmes par-ci par-là. Donc voilà, on essaye d'être focus sur 2 séances par semaine et d'y être à 100%, histoire d'essayer d'attirer du positif, tout simplement. Exactement. Avant de laisser la parole aux consultants, Jean, est-ce que d'ailleurs votre salaire a-t-il été payé avec du retard? Alors moi, je suis arrivé fin janvier, je savais qu'il y avait des petits soucis, donc j'avais fait le choix de venir sans rien. Voilà. Après, il y en a, si je peux parler au nom de quelques coéquipiers, il y en a qui ont reçu, il y en a qui n'ont pas reçu. Franchement, ça reste assez vague. Oui, puis bon, je pense que ça joue quand même sur la performance. On a beau Bien dire sûr. ce qu'on veut, mais c'est votre salaire, donc vous y tenez et c'est bien normal. Je laisse la parole à Kevin. Bonjour Jean. Bonjour. Déjà, bon courage pour cette situation parce que il y a beaucoup trop de clubs qui sont concernés par ce genre de problème. Mhm. Alors, on sait que les finances, c'est toujours compliqué, hein. Je jette pas Mhm. la pierre aux dirigeants, mais je pense que c'est pas compliqué quand même de se dire on a une enveloppe, on s'y tient. Après, oui, il y a des objectifs sportifs. Je vais te permettre de te tutoyer. Toi, tu fais Pas le de choix de souci. venir gratuitement, si je peux me le dire comme ça. Je pouvais me le permettre, donc oui. Mais voilà, peu de joueurs le font parce que le championnat national 2, on reste sur des contrats fédéraux, mais les joueurs font que ça. Faut parler C'est ça. français, faut se dire les choses. Les joueurs font tous que ça, quels que soient les clubs à ce niveau-là. Exactement. Et aujourd'hui, si les joueurs veulent vivre à la fin du mois, faut bien avoir un petit peu d'argent qui rentre. Exactement. Tout à On fait. n'est pas sur des gros salaires en National 2. En tout cas, la majorité des joueurs n'ont pas des gros salaires. Moi, ce que je voulais demander, c'est comment ça se fait que... comment vous faites pour resserrer les liens jusqu'à être capable de gagner encore des matchs comme ce week-end contre Épinal? Vous êtes pas à la rue au classement, vous êtes dans la bataille pour vous sauver sportivement. Comment tu expliques ça? Est-ce que dans l'adversité, dans la difficulté, vous vous êtes inconsciemment resserré autour du staff et du projet de se sauver? Est-ce que vous en avez parlé? Mhm. C'est exactement ça. Déjà, tout d'abord, comme j'ai pu dire tout à l'heure, notre coach Tony Ackley, il arrive à fédérer vraiment tout le monde, que ce soit le reste du staff, tous les joueurs, que ce soit les nouveaux, les anciens ou quoi que ce soit. Donc franchement, il y a une équipe très fédératrice, donc je pense avant tout ça. Et également la qualité des joueurs, hein. On a des joueurs, honnêtement, si tout se passait bien durant toute la saison entière, même si j'étais pas là pendant la première partie de saison, je pense que on pouvait largement attraper le top 5 très très facilement. Donc voilà, après là aujourd'hui on a plus 7 ou plus 8 points sur le premier relégable. Normalement le maintien Un sportif, matelas confortable. c'est ça, le maintien sportif, si ça tenait qu'à nous, il nous reste quelques points afin de finaliser ça, mais voilà, c'est avant tout le coach qui arrive à fédérer vraiment tout le groupe et la qualité des joueurs. C'est vrai. Abou, une question pour Jean? Bonjour Jean. Deux Bonjour. questions pour toi. La première, c'est entre joueurs. Est-ce qu'on se dit quand on est confronté à ce genre de situation, est-ce qu'on passe un deal entre les joueurs en se disant, nous, écoutez les gars, on sait qu'on est en difficulté, qu'on sera peut-être pas forcément tous payés rubis sur ongle. Est-ce on se passe un deal entre joueurs pour maintenir un cap et se dire, on finit la saison quoi qu'il arrive, payé ou pas, et on essaye de maintenir le club pour vous dire, écoutez, nous, de notre côté, on a fait le job, on a fait le taf, avec aussi peu je dirais, d'eau douce au final, parce que là, vous êtes plutôt dans des raftings, vous, en fait, ce que vous faites au quotidien. Est-ce que c'est un deal que vous avez passé entre vous, les joueurs? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment un club comme Ouaskal, avec l'histoire que Farid rappelait tout à l'heure, la ville, en tout cas le Nord, c'est aussi une région de football, mais comment on fait, et puis comment font les gens qui composent la ville, le club, pour je dirais, se mobiliser et essayer de sauver le club d'une manière ou d'une autre? C'est mourir ce club. D'accord. Donc déjà au niveau de la première question,
Est-ce qu'on passe un deal entre nous? Oui et non. Voilà, après, il faut pas oublier qu'il y a des joueurs, ils ont des familles, des femmes, des enfants. Donc, il y en a, c'est plus ou moins compliqué. Mais en tant que joueur, on est compétiteur. Donc, forcément, on veut faire les meilleurs résultats, que ce soit pour nous ou pour tout le monde. Mais il faut penser à la suite. Donc, si notre avenir ne s'inscrit pas à Wascal, si Wascal, que ce soit à cause de nous ou pas, descend, que ce soit en National 3 ou encore plus bas, il faut s'assurer à être prêt sportivement pour préparer la saison prochaine, tout Bien simplement. sûr. Donc, et trouver le meilleur objectif, que ce soit sportif ou humain, que ce soit pour nous, chacun de nous personnellement. Et ensuite, au niveau de la deuxième question, si le club est accompagné, c'est ça, plus ou moins? Oui, comment la ville, le club, les bénévoles, les supporters, les habitants de Wascal Mhm. font pour se mobiliser et tenter de trouver une solution. Moi, j'ai vu un reportage, les habitants le vivent mal, mais je laisse Jean le dire. Ah, déjà, il y a des bénévoles au top qui sont là tous les jours. Ils sont à fond derrière nous, à fond derrière le club. Ils sont là du matin au soir. On sait pas comment ils font. Et, et ensuite aussi des top supporters qui nous encouragent tous les jours et qui nous lâchent pas. Donc c'est déjà très important et ça nous motive aussi parce qu'on fait ça également pour eux. Et ensuite au niveau de la ville. Il y a quelques semaines, on a pu voir un article comme quoi la maire de la ville souhaitait qu'il n'y ait plus d'équipe première la saison prochaine. Tout à fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a un soutien au niveau de la ville? Non. Je dirais que non. Et ça, c'est la maire qui vient d'être élue, c'est ça? C'est ça qui vient d'être réélu. Réélu. Réélue? La mère Oui. Stéphanie Ducret. Ouais, bah ils l'ont réélue. Exactement. Et donc voilà, nous après honnêtement on a que des incertitudes, on vit limite au jour le jour. Donc ça se trouve demain on va nous annoncer un dépôt de bilan, si ça se trouve voilà. Comme par exemple ce week-end c'était plus ou moins prévu que on joue Furani, donc c'était plus ou moins prévu qu'on déclare forfait parce que c'est un petit peu compliqué de faire le voyage. Mais là on vient de recevoir un message justement ce matin comme quoi justement, il y avait de grandes chances qu'on puisse faire le match. Donc, écoutez, tant mieux pour nous. Mais voilà, on est en constante incertitude. Mais je crois qu'après, il y a Jésus, notre invité en plateau, qui aura une question pour vous, Jean. Mais Pas de pour souci. aller dans les propos, dans la question d'Abou, pourquoi la mère Stéphanie Ducret et l'ex-futur président Romain Petit ne se parlent plus? Après, ça, c'est des choses que nous, en tant que joueurs, on essaie de se focus sur le sportif. Sur ces termes-là, je vous avoue, je peux pas vous en dire plus que ça les regarde entre eux. Oui, mais c'est vrai que ça a un impact, ce qui se passe dans le bureau a un impact sur le rectangle vert et donc sur vous. Jésus, je te laisse la parole. Mais la problématique, c'est plutôt lié aux investisseurs ou à la ville. Parce que si la maire ne veut pas que l'équipe première continue l'année prochaine, c'est parce que le club est vraiment en Faillite. corrélation directe avec les subventions de la mairie. Mhm. C'est lié à ça. Ah, pas Ouais, que, je pense. déjà, il y a de grosses dettes. Ensuite, oui, il y a quelques semaines, il devait y avoir des investisseurs, donc à travers Romain Petit, qui est l'ancien président, et notre coéquipier Hervé Basile, qui est un ancien joueur professionnel. Ah, c'est parti. Mais ça s'est pas fait parce que, de ce qu'on sait, la maire de la ville n'a pas voulu que ça se fasse. Donc voilà, après, on n'en sait pas plus, on va pas rentrer trop dans les détails. Donc ça a bloqué et au final, il va pas y avoir d'investisseurs et le club vient de passer à la DNCG. Donc l'avenir du club est vraiment très compromis. Très compromis, en effet. Et d'ailleurs, parlons de vous, Jean. Comment vous voyez la suite? Envisagez-vous de rester au club si la situation se stabilise, pardon, ou cherchez-vous déjà de nouvelles opportunités? Honnêtement, est-ce que la situation va se stabiliser? Ça semble très 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 compromis. Donc forcément, moi en tant que joueur, je vais me mettre à la recherche d'un nouveau projet pour la saison prochaine. Et voilà, déjà on va commencer par bien finir cette saison. Il reste encore un peu plus d'un mois, donc
Donc voilà, on va essayer de bien finir la saison, de rester prêt physiquement, et histoire de trouver un nouveau projet pour la saison prochaine, bien sûr. Sachant quand même que je le rappelle, vous avez été muté tardivement. Vous ne C'est ça, jouez muté pas hors avec période. l'équipe première. C'est ça? Voilà, c'est des choses sportives. Après, oui, c'est ça. J'étais arrivé donc déjà fin janvier en tant que muteur période, et j'étais arrivé suspendu en plus de cela. Donc voilà. Et vous, comment, avec tout ce qu'on vient de dire et le fait de ne pas jouer avec l'équipe première, comment arrivez-vous à garder le moral? Aux entraînements, quotidiennement à l'entraînement, ça se passe très bien. Voilà, après, moi je fais ce que j'ai à faire aux entraînements. Il y a des choix et je les respecte totalement, qui sont totalement justifiés. J'avais qu'à être meilleur quand je suis arrivé et pas être suspendu, tout simplement. Oh, c'est Et honnête, j'aurais au pu moins, le saisir. c'est une part de vérité, en tout cas, que vous prenez pour vous. Abou, une question? Oui, Jean, à t'écouter, j'ai l'impression qu'en fait, au-delà de l'avenir compromis du club, c'est que Mhm. la semaine qui précède un match, en fait, vous savez pas si vous allez le jouer ou pas. Bah, depuis quelques semaines, c'est exactement ça. Donc, jour le jour, c'est ça. Donc, on fait les entraînements et en fin de semaine, on sait si on va jouer ou pas. Chaque 3-4 jours, ça change. Une fois, on nous dit, ouais, ce week-end, il y aura très grande chance qu'on joue pas. Au final, on arrive le vendredi soir. On nous dit, bah, on joue le lendemain, donc match. Et voilà. Hein. Concrètement, ça se passe comment? C'est parce qu'on sait que l'organisation d'un match de National 2, ça, Ouais, il y a une certaine Voilà. logistique quand même. il y a une logistique, il y a des frais. Est-ce que c'est, Ouais. du coup, c'est géré un peu au jour le jour et on trouve un financeur, je sais pas comment on dit, un philanthrope ou un investisseur ou un prêt Alors, ou des dons ouais. C'est ce qui s'est de- passé la semaine dernière pour aller à Saint-Privé-Saint-Hilaire. On ne devait pas y aller de base. Et au final, quasiment au dernier moment, il me semble la veille, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous a financé le voyage à travers un bus. Donc on a pu se rendre à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Voilà. Bah, donc là, vas-y, Kevin. Non, mais quand on voit le fonctionnement, il y a une forme de solidarité de partout. Mm. Je dis pas que c'est pas une somme, hein, entre 4 et 800 000 euros pour un club de N2, c'est colossal. Bien sûr. Mais quand on entend les sommes énormes qui circulent dans le milieu du foot, Pro. ouais, oui, forcément pro. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, je sais pas, de faire appel, Ouais, d'avoir un enfin coup pas de de faire pouce appel, mais une forme de, Lille de Lens. ouais. Alors après, on sait que c'est compliqué pour tous les clubs, même en Ligue 1, il n'y a plus de droit télé, il n'y a plus rien. Mais à l'échelle du foot national, heureusement, il n'y a pas 50 clubs qui sont dans la situation de Wascal. Je veux dire, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un truc qui serait organisé au niveau fédéral même, ou de la LFP, j'en sais rien, pour faire en sorte de récupérer un petit peu d'argent à droite à gauche. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Hein. Pour assainir les finances. Enfin, je te pose la question à toi, mais toi, t'es qu'un joueur, entre guillemets, mais je comprends pas, en Moi- fait, qu'on laisse un club à l'abandon. Ouais, qui- je comprends au vu de l'historique du club quand même, qui a déjà été en Ligue 2, quoi. Exactement. Mais je pense déjà la première des choses, ça serait que, bah, d'un point de vue de la DNCG ou quoi, le trou il s'est pas fait du jour au lendemain Exactement, c'est ça. autant que ça. Ça veut dire, je pense que doit y avoir de meilleures surveillances pour éviter que cela se reproduise sur d'autres clubs ou quoi que ce soit, parce que de nos jours, de plus en plus de clubs sont dans cette situation-là, et on dirait que ça fait que s'accroître. Donc, Oui, oui. Comme quoi, je pense à un travail on sur le long réagit terme, au lieu ouais. d'agir. Mais il y a des Mm. garanties qui sont prises normalement. Quand tu passes devant la DNCG, Oui, quand oui, quand tout à tu es fait. un peu ric-rac, un peu limite, il y a des garanties. Demander. Oui, mais des garanties réelles en plus. Exactement. C'est pas une promesse de don, c'est pas une Non. promesse, c'est des choses qui sont scellées dans le marbre normalement. Enfin bon, gravées dans le marbre. Mais là, en l'occurrence, j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, on a vu Bah, plein de comme clubs chaque disparaître. situation de chaque club, un peu dans situation de Wascal. Hein, on Oui, mais laisse, tu vois des entre guillemets, clubs entre pourrir la guillemets qui ont situation et- fait l'histoire du foot en France, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2. T'as Bordeaux qui se retrouve en N2, t'as Nîmes qui se retrouve en N2 et j'espère va remonter. T'as Wascal qui est descendu, t'as énormément de réserves de pros qui sont même plus en N2. C'est ça. Bon, je suis quand même assez inquiet moi pour le football foot français. amateur, à part quelques clubs un peu privilégiés et je sais pas comment on va se débrouiller, d'autant plus qu'avec la composition des groupes, des fois t'as des déplacements.
Je pense pour des clubs qui ont des petits budgets et qui se retrouvent avec plein d'équipes insulaires ou Et en plus, avec la création la saison Ouais, de la prochaine Ligue de 3. la Ligue 3. Ouais, écoute, je sais pas, je vous souhaite vraiment bonne chance Oui. parce que c'est pas simple à gérer dans la mesure où, comme Kevin le dit, vous êtes des joueurs. Vous êtes des joueurs, mais vous avez des préoccupations maintenant de limite je sais pas, de financier dans vos esprits, à savoir comment même vous allez jongler pour gérer vos vies, vos familles, vos charges courantes. C'est ça, exactement. Il y en a, moi, d'un côté, j'ai plus ou moins la chance de ne pas avoir encore d'enfants ou quoi que ce soit. Mais il y en a, voilà, ils se retrouvent avec plusieurs enfants, leurs femmes. Ils viennent d'arriver au club cette année. Ils vont devoir trouver un nouveau projet pour la saison prochaine, donc ce qui implique un déménagement sans avoir été payé depuis plusieurs mois. Trouver une nouvelle école pour leurs enfants, donc c'est pas mal de charge mentale, quoi. C'est pas simple en effet. En tout cas, merci Julien d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct et vu l'actualité, c'est pas simple. Merci, bon courage Avec plaisir. et plein de bonnes choses pour le match qui vous attend en Corse. Merci Jean. Bon courage. c'est gentil. Merci. Bon courage à vous. toi et à tes Merci à coéquipiers. À bientôt. Merci À Jean, bientôt. à très Au bientôt. revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'est terminé pour ce coup de gueule quand même, il faut le dire, hein, c'était le cas de le dire, coup de gueule, car on dirait que c'est une situation qui se renouvelle Et de plus en tous plus, les hein, ans. ouais. et de plus en plus. Donc, Et quel que soit, je dirais, les reins de ces Exactement. clubs, ça a touché les Girondins de Bordeaux, ça peut toucher Ouais, bien n'importe sûr. quel club amateur. voir peut-être que les Girondins de Bordeaux ont été protégés par rapport à l'histoire, mais on en reparlera peut-être plus tard. En tout cas, merci à Jean Boyer d'avoir répondu à nos questions en direct. Il est 19h24 bientôt. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus au 100% football amateur. Petite parenthèse régionale 1. Le 100% football amateur, les résultats. Retour sur la 19e journée de la Régionale 1, championnat de la Régionale 1. Je vous donne rapidement les résultats du groupe A. Sarcelles et Saint-Denis, match nul, un partout. Les locaux ont raté beaucoup d'occasions face à Saint-Denis. La réserve du Restart l'a emporté facilement face à Melun, 6-2. Montois est parti l'emporter sur le terrain de Saint-Brice, 2-1. Montrouge également est parti l'emporter 2-0 sur le terrain de l'Entente Sanois-Saint-Gratien. Plessis-Robinson également l'a emporté sur le terrain de la réserve du Paris 13 Atlético, 2-1. Match nul entre Aulnaysienne et Muro. Je récapitule, 20 buts durant cette journée, 3 victoires à l'extérieur, un carton du Restart. Le classement qui n'a pas trop bougé depuis ces dernières semaines. La réserve du Restart à 36 points et 11 victoires. Derrière, Saint-Brice a légèrement décroché 33 points, 10 victoires. Paris 13 Atlético, 33 points, 9 victoires. Et Sarcelles qui ferme la marche, 15 points. Messieurs, un petit mot. Pour résumer, le Restart a fait quand même la bonne affaire du week-end. Ouais, sur un gros score. Il reste 3 matchs derrière. Et ils ont la chance d'avoir leur destin entre leurs mains. Maintenant, c'est jamais simple d'être poursuivi. C'est ça. Pas faire de faux pas parce qu'ils sont à portée de vue de Saint-Brice et de Paris Atlético. Je ne sais pas s'ils se rencontrent d'ici la fin de l'année dans ce trio, voire c'est les 4 premiers, en sachant que Saint-Denis a aussi un match en moins. Hein. Ouais. Et Saint-Denis peut revenir aussi à 4 points du Red Star. Exactement. Il reste 3 matchs, tout est jouable. Saint-Denis a fait la mauvaise affaire Saint-Denis en faisant un match nul chez à le Sarcelles, dernier. ouais. Parce qu'ils auraient pu effectivement se rapprocher un peu plus et être seuls deuxième en gagnant leur match en retard. Paris Atlético aussi. Hein. Parce qu'ils Aussi, sont oui, contre Plessis complètement. Robinson, Exact. Ouais. Ah oui, C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont à C'est pour ça 3 que points. le championnat, il est très très difficile. Hein. oui, En fait, il n'y a aucune certitude, même si tu es premier. Il y a encore quelques années, tu étais à Saint-Brice, Ouais, Saint-Brice, mais avant ça, j'étais à Saint-Olomone. Saint-Olomone, donc tu connais parfaitement ce championnat de Ah régional. oui, je connais très très bien. Ouais, j'ai joué à Cergy, Saint-Brice et Saint-Olomone. D'accord. Donc non, je connais très bien. Et puis, Mais c'est quoi cette particularité de ce championnat? C'est vraiment d'un niveau supérieur à la régionale 2 et équivalent à la nationale 3 ou peut-être pas? niveau supérieur à la R2, oui, très clairement. Il y a une vraie marge entre la R1 et la R2, comme tu peux avoir une vraie marge entre la N3 et la N2. D'accord. Après, les équipes, la première moitié de tableau de R1, ouais, c'est le niveau N3. Après, bien sûr, en N3, tu vas avoir 2-3 équipes qui sont au-dessus du lot, qui ont des budgets qui n'ont rien à voir avec les autres. Par exemple, si tu prends le Racing et Saint-Olomone, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Mais oui, la particularité de la R1, c'est que tout le monde peut taper tout le monde.
Donc c'est ça qui est compliqué. Là, on a vu même ce week-end, t'as Saint-Denis qui va perdre contre le dernier, Paris-Atlético qui perd. Ouais, mais c'est comme une défaite. Comme une défaite. C'est vrai. Sachant qu'ils étaient tous à égalité Oui, juste c'est vrai, avant, c'est vrai. juste avant Avant cette cette journée-là. Exact. Et puis t'as Saint-Brice qui a perdu des points à domicile dernière minute. Sachant qu'à la clôture à la trêve, en tout cas, c'était les leaders. Ouais. Et ils connaissent un creux quand même sur 2026. Ouais. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas d'équipe. Alors moi, je parle d'une ancienne génération. Ouais. Je suis un peu plus vieux. L'équipe qui était devant, elle marquait vraiment la différence avec ses poursuivants. Ouais. Il n'y a pas de surprise. Là, ça, que ce soit dans la poule A, de la poule B. On en parlera juste après de la poule B. Kevin, tu as un mot à dire sur cette journée Non, grosse densité en haut et en bas, parce que je regardais, même pour le maintien, il y a 3 équipes à 19 points. Bon, Sarcelles, ça semble compliqué, ils ont 15 avec leur match nul. Oui. Bon, je pense que malheureusement pour eux, ils vont redescendre en R2. Après, bon, c'est un club qui est très bien structuré chez les jeunes. Ouais. Ils sont pas dans l'urgence, là ils étaient montés en R1, je pense qu'ils vont peut-être faire l'ascenseur ou revenir très vite, je suis vraiment pas inquiet pour ça. Après je fais confiance à Medoun peut-être pour trouver les mots. Je leur souhaite vraiment, parce que c'est un des clubs importants du Val d'Oise, qui est quand même un peu le parent pauvre en Ile-de-France, si je peux me permettre. Mais là voilà, en haut, Red Star, Saint-Brice, Paris-Atlético, Mantes, qui vont être dans la bataille jusqu'au bout. Toujours dans le coup. Mantes, ils sont là, mais bon, ils sont un petit peu ric-rac sur la fin de saison, généralement. J'ai déjà entendu plusieurs années où ils étaient en haut et ils n'arrivent pas à finir. Comme Saint-Brice. Ouais, voilà. Après, c'est des clubs. À un moment donné, ça va basculer, mais il faut que ça tourne. Là, le Red Star... ils sont montés, je crois, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, la réserve. Ouais. C'est ça, ils sont promus. Ouais. C'est une équipe réserve pro, donc volonté de resserrer l'écart entre les pros et la réserve, avec un centre de formation qui travaille très bien avec Flavien Binan notamment. Ils mettent en place beaucoup de choses. Ça fait partie des bonnes structures en Ile-de-France. Peut-être que ça va être le 3e gros club en Ile-de-France avec le Paris FC. Sachant que là-haut, ça peut peut-être monter en Ligue 1 aussi. Ouais, c'est ça, ils sont sur une dynamique positive. Donc, en vrai, ils sont un peu décrochés également en Ligue 2. Mais les playoffs, ils sont toujours dans tout est possible. Ils sont toujours dans les playoffs. Tout est possible, c'est ce qu'on aime dans le football, rien n'est écrit par avance. Passons messieurs au groupe B. Je rappelle également les résultats. Houille a fait match nul contre la réserve de Fleury 0-0. Montreuil l'a emporté sur Courbevoie 1-0. Match nul également entre Villejuif et la réserve du Paris FC. Match nul également entre Vallière et Chatou, 1 but partout. Et le Mesport est parti l'emporter sur le terrain de Clessouilly. Et carton de la journée, Ulysse est parti l'emporter sur le terrain de Colombienne. 9 buts à 3. Donc c'est même plus un score de foot, mais de tennis. Je récapitule, 17 buts, une seule victoire à domicile, 3 matchs nuls. Le classement, la réserve du Paris FC à 44 points et 13 victoires. Montreuil se rapproche, 43 points et 13 victoires également. Et les Ulysses, 31 points, 9 victoires. La Colombienne est dernière, 9 points, 1 victoire. Messieurs, un mot, comme quoi ça se resserre énormément pour la place du leader. Là-haut, c'est chaud, la réserve du Paris FC. C'est un peu comme le Red Star de l'autre côté, volonté de resserrer l'écart entre les pros et la réserve. Et puis Montreuil qui fait une super saison, qui a fait un gros parcours en Coupe de France. Avec un très bon jeune coach, Sami Genfoud, qui bosse bien. Il y a un très beau président, Abdoulaye Sow. Je le connais pas personnellement, mais je sais que tu l'as reçu. Mais du coup, Montreuil Paris FC, ça va être une super bataille jusqu'au bout, mais dans les deux groupes. Exactement. C'est serré et ça va être indécis jusqu'au bout. Après, paradoxalement, Montreuil, en général, les équipes qui font un gros parcours en Coupe de France, en championnat, ils le payent. Et peine. Et eux, franchement, respect. Respect. Exactement, c'est vrai. Ils ont jonglé sur les deux. Ouais, ils ont jonglé sur les deux. Et puis ils ont perdu quelques points avant la Coupe. Ouais, c'est ça. Juste avant les matchs de Coupe de France. Juste avant les matchs de Coupe de France, les 32e et tout, ils ont perdu 2 matchs, un ou 2 matchs. S'ils les avaient pas perdus, là, ça se trouve qu'ils seraient peut-être premiers. Ils seraient peut-être premiers. Après, je pense que le PFC aurait aussi envoyé l'Armada, les Avengers de là-haut. Mais c'est ce qu'ils l'ont fait quelques fois. Chaque semaine. Ils le font. Ils envoient les pros qui jouent pas forcément avec la Ligue 1. Ils le font quelques fois. Mais après. Mais c'est le jeu. Mais c'est ça, à la limite. Moi, je suis joueur de R1. Je préfère jouer le PFC contre des pros que contre. Mais avant dernière journée, t'as PFC Montreuil. Ouais. Là, il va falloir se déplacer là. Farid, tu vas y aller. Moi, j'y serai, c'est sûr. Là, si semaine prochaine les deux équipes gagnent, en tout cas. Mais il reste 3 matchs aussi, donc. Ça va être palpitant. Ouais. Je pense que tu gagnes ce match, t'es champion, c'est fini. Ouais. Oui. Tout dépend de ce qu'ils vont faire ce week-end. Voilà. S'ils ont une trajectoire, oui.
Donc, C'est que ça le va être- PFC reçoit Houille et Montreuil va aux Ulysses. Ouais. Ah, Les Ulysses, bah, ouais. Bon. ils sont décrochés, mais ils sont toujours dans le podium. Ça Après, va les sur le Ulysses, troisième, les Ulysses, ils sont maintenus. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, ils n'ont plus trop rien à jouer. Ouais, mais Euh, parfois, c'est ça. Jouer une équipe qui est relâchée, détendue, Voilà. Ouais. c'est quand même Ouais. un peu chiant. Et puis taper le second, c'est toujours Ouais. excitant quelque part. Au Où il final, c'est où il deux joue contre son troisième, maintien hein. aussi. Hein. Deuxième Ouais. contre troisième, Ah donc, ouais. match, Ouais, c'est ça. match de Où haut qui se tableau. déplace qui se déplace au Ouais. PFC n'est pas assuré de se Puis maintenir. donc, c'est un championnat bizarre. On a joué la semaine dernière. On a gagné 4-0, je crois. Franchement, je crois que c'était l'une des équipes les plus faibles contre qui j'ai joué en R1. Et là, tu vas voir, ils font match nul à Fleury. C'est-à-dire d'une semaine à une autre, tu comprends rien. Ouais. Donc vraiment, jusqu'à la fin de saison, il y aura encore des surprises. Hein, donc, mais tu as une grosse différence quand même entre le Et- groupe A et le groupe B. Hein. Par rapport à ce que tu viens de dire, Jésus, est-ce que ça veut dire que inconsciemment on choisit les matchs? Non, c'est pas que tu choisis les matchs, c'est que en fait, tu n'as aucune vérité. Ah oui. Et puis oui aussi, c'est un club qui est en grande difficulté financière. Hein. Donc, tu as des joueurs qui s'entraînent pas tout le temps. Et l'année Des dernière encore, il y conditions, avait des conditions Michael très Siani comme compliquées. coach. Ah ouais, des conditions très compliquées et tout. Donc, c'est un contexte aussi qui est assez compliqué à gérer pour les joueurs. Donc, ouais, ça va être très chaud jusqu'à la. Ouais, je En pense tout cas, que- si les deux équipes gagnent ce week-end, la confrontation PFC Montreuil, ça va être très chaud. Très très chaud. Et messieurs, si je devais quand même faire un petit tour de table, selon vous, qui va monter dans le groupe A? Red Star. Red Star. Je pense qu'ils vont, pareil, ils vont faire descendre les Attends, c'est le Avengers. cœur qui va parler, ça va dire Moi, Saint-Brice. je vais dire Saint-Brice. moi. Saint-Brice. Ah, ils ont je fait- pense, Bah, ça fera plaisir à Ouais, ceux je qui nous écoutent. Je pense que la défaite de ce week-end va peser. ouais. Ouais, Pour le Valdois, ça serait bien d'avoir Ah oui. un club qui remonte en Bien N3. sûr. Attends, ouais. Ça serait bien. Et puis, ils ont mis les moyens aussi, je pense, cette année. Mais plus pas les que, mo- Voilà. pas que cette année. Hein. plus que les moyens, là, le recrutement qu'ils ont fait en début de saison. C'est vrai. Et pas que cette année. Avec hein, c'est sûr. des mecs qui viennent de Non, mais là, N2 à cette année, Chantilly, beaucoup plus, je pense. Ah non, ils ont une sacrée équipe. Ouais, une armada. Donc, ouais. donc ouais, franchement, ça va être intéressant de voir Donc ce le que ça va Restart au donner, hein. Saint-Brice et dans le groupe B, Jésus, tu vois qui? Ah, je vois PFC. moi. PFC. Ouais. Pareil. Les Avengers sont en décembre. Ouais, Ah, je vois ouais. pas, Je suis assez d'accord, les clubs pro. Ouais, moi je mets une petite pièce sur Montreuil. Ah, j'aimerais bien. Non, ça fait longtemps que ces équipes-là, elles n'avaient plus de réserve au niveau national. Elles vont pas la. Ah, vont pas- elles vont pas lâcher. Bah, bien sûr. Ouais, puis c'est deux clubs qui ont un vrai Championnat projet. R1, Mais sur une confrontation directe, moi je vois Montreuil aller l'emporter là-bas. Ils peuvent. Ouais. Ils peuvent. Ils peuvent, mais s'ils après. te descendent le PFC en Ligue 1, assurer son maintien. Quasiment. Ah oui, c'est ça. Bah, ils vont faire descendre. Après, tout va dépendre de l'arbitrage aussi. Iron Man, Superman et tout ça. C'est quel ça va joueur, être, ça Ah, c'est les joueurs du PFC qui sont avec le groupe pro. Qui Ah vont non, descendre. ça va être. Mais moi, je vois le PFC, c'était les plus réguliers cette saison. Ouais. Après Montreuil, ce qu'ils Ah, font, ouais. c'est énorme. C'est énorme. Franchement, un très grand respect. Ouais, Puis c'est une belle équipe. Exactement. Ouais, des C'est une très belle bons équipe. jeunes. Ça joue bien en ballon. Ça Ah joue oui, bien en oui, ça joue bien en ballon. ballon. Franchement, Ouais. en plus, c'est un projet club. Hein. Un Ah, projet ville et tout. complètement. Ouais, tout à fait. Ce qu'ils ont mis en place. Non, j'avais reçu aussi bien les dirigeants que les joueurs, le meneur de jeu et l'attaquant. Ouais. Non, très fort. On verra, messieurs. En tout cas, merci d'avoir participé à cette rubrique. Toujours en compagnie d'Abou et de Kevin. On termine avec un leader naturel. Le 100% football amateur, l'interview. C'est un joueur important dans un collectif et dans un vestiaire, idéal également comme relais pour un coach. J'ai le plaisir de recevoir en plateau l'attaquant Jésus Mafuta. Jésus, la passion pour le football est-elle restée la même aujourd'hui à Chatou qu'à tes débuts à Beaumont-sur-Oise? Toujours la même. Ouais, même si ça change entre quand tu as 5-6 ans et aujourd'hui à 35, bientôt 36 ans, mais ouais, ça reste toujours la même passion. Et pour toi, c'était une évidence ou tu voulais marcher sur les traces du grand frère? Forcément, quand tu as des grands frères, tu t'inspires un peu de ce qu'ils font. Moi, j'ai 2 grands frères qui ont eu la chance de jouer avec Abou. Donc, je me suis beaucoup inspiré d'eux, mais moi, c'était vraiment la passion qui a fait que j'ai joué au foot. Après une saison remarquée à Saint-Olomone, tu décides de partir aux États-Unis. Tu voulais absolument connaître le rêve américain? Non, moi ça s'est fait. C'est une opportunité qui a fait que je suis parti aux États-Unis. J'avais la chance d'être étudiant à cette époque-là et tu as pas mal de top universités américaines qui recherchaient des joueurs qui étaient étudiants et qui en parallèle jouaient à un bon niveau.
Et c'est cette opportunité-là qui a fait que je suis parti là-bas. Mais j'ai jamais eu le rêve américain. Ça s'est construit après sur le tard, mais sinon de base, non, j'étais pas fasciné par les États-Unis, moi. D'accord. C'est après sur le tard que j'ai vraiment apprécié et que j'ai vécu une expérience incroyable, mais sinon, non, pas plus que ça. Mais parlons de cette expérience incroyable. Comment donc cette expérience à l'université de Marshall t'a permis de comprendre la passion américaine pour le football? C'est un pays qui est très axé sur le sport. Et la performance. Et la performance. Vraiment, même quand tu vas voir les universités de Division 1 aux États-Unis, c'est des infrastructures dignes de clubs de Ligue 1. Mais vraiment, sans abuser, c'est incroyable. C'est des stades de dizaines de milliers de personnes. Tu as des centres de récupération, tu as des conditions d'entraînement qui sont incroyables, des staffs qui sont des staffs dignes de clubs de Ligue 1. Et en parallèle, en termes d'études, tu es dans les meilleures infrastructures possibles. Donc tu as tout qui est réuni pour performer. Et c'est un pays qui est axé sur le sport. Donc tout ce qui est lié à la performance, à l'aspect athlétique, est drivé par les grandes institutions là-bas. Et le foot, moi je pensais pas que ça avait autant de proportions et d'influence là-bas, surtout au niveau des femmes à l'époque. D'accord. Les femmes, elles étaient très très fortes. Oui, exactement. Elles ont dominé le foot féminin pendant des années. Et maintenant, le foot US au niveau des hommes commence à prendre une grande proportion. Donc maintenant, en plus avec la Coupe du Monde là-bas, exactement. C'est un pays qui est drivé par le sport. Ouais. Bon, tu en as un petit peu parlé, mais quel souvenir te marque le plus de tes matchs aux États-Unis? La ferveur. Franchement, les gens là-bas, ils vivent pour le sport. Le week-end, quand il y a des matchs, les familles viennent pour regarder tout ça. Et en plus, il faut connaître le système universitaire américain. Pour devenir professionnel dans un sport, tu es obligé de passer par les universités. Ouais. Et les universités, c'est des campus de dizaines de milliers de personnes. Donc en gros, quand tu joues pour une université, surtout une université de Division 1, en fait, les gens te supportent comme ici à Paris, on supporte le PSG. Donc, à savoir que c'est des grands États là-bas. C'est un État, c'est un pays. Hein. C'est énorme. Donc, c'était incroyable. La ferveur qu'il y avait pendant les matchs, c'était fou. Avant de laisser la parole à Abou et Kevin, la culture américaine a-t-elle changé ta vision du football, notamment sur l'exigence? Ma vision du football, non, mais ma vision de la vie et du monde du travail, oui, parce que je suis devenu beaucoup plus assidu. J'ai appris la rigueur, la discipline, parce que là-bas, ils rigolent pas avec ça. Et ça m'a changé en tant qu'homme, surtout sur l'aspect professionnel, mais pas forcément sur l'aspect footballistique, mais dans le monde du travail, etc. Ça m'a transformé. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple? Un exemple tout con. Avant, j'étais pas du tout rigoureux dans le travail. J'ai appris à travailler là-bas, j'ai appris la discipline, j'ai appris à devenir un compétiteur vraiment, puisque avant ça, dans le sport et même dans la vie de tous les jours, j'étais pas en mode il faut que je gagne, il faut que je sois le meilleur. C'est là-bas que j'ai appris à le devenir, à le développer. Ouais. Donc c'est de cette façon-là que ça s'est transformé. Ouais. Très très intéressant. Je laisse la parole à Abou, à Kevin. Une question. La première, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'as pas passé le cap de sport universitaire à sportif professionnel? Parce qu'on sait comment ça fonctionne, comme tu l'as dit. Ouais. Pour passer pro, effectivement, il faut que tu suives le cursus universitaire. Qu'est-ce qui fait que derrière, tu n'as pas pu, toi, décrocher parce que tu viens avec un bagage de footballeur français, on sait comment il est reconnu. On sait qu'en termes de niveau, tu pars déjà peut-être avec beaucoup d'avance comparé à certains joueurs. Techniquement, tactiquement, je dirais, comme on parle souvent de QI football, tu avais de l'avance, puis en plus, moi, tu me donnes l'impression d'être une personne réfléchie et très, très intellecte. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas passé ce cap? Déjà, pour passer le cap et devenir professionnel aux États-Unis, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas été retenu pour la draft. En fait, pour devenir professionnel aux États-Unis, il faut que tu joues la saison régulière, il y a des conférences, etc. Et après, tu as un système de draft où les équipes professionnelles vont dire ouais, moi je veux tel ou tel joueur. Et elles ont le droit de choisir combien de joueurs? Ça dépend parce qu'ils ont des pics. En fait, c'est des choix en fonction de comment tu as été classé dans la saison régulière. Plus tu as été classé bas, plus tu as de chances de prendre les meilleurs joueurs. Et plus tu as été classé haut pendant la saison, dans le championnat de MLS, c'est comme en NBA, et moins tu as de chances de recruter, de prendre les meilleurs joueurs. Et du coup, moi, à cette époque-là, après, tu as un système d'influence où, en gros, en fonction de l'équipe dans laquelle tu joues, moi, à l'époque, Marshall, c'était une très bonne équipe, mais pas une top équipe.
Du coup, on était un peu sous le feu des radars. A contrario, aujourd'hui, Marshall, c'est la top 3 des meilleures universités en foot là-bas. Donc, grosso modo, quand tu joues à Marshall, tu as de fortes chances d'être drafté si tu es bon. Moi, à l'époque, j'étais pas assez bon pour que les clubs de MLS me prennent. Après, c'est marrant ce que tu dis, parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais, moi, ce truc de je suis français, je vais arriver, je vais tout casser. Je suis arrivé, mais c'était pas du tout ça. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as beaucoup de latinos, tu as beaucoup de Sud-Américains qui sont là-bas. Donc déjà, quand tu joues les équipes universitaires du sud du pays, c'est très technique, c'est très hispanique et tout. Donc tu vois, ça joue pas mal au ballon. Et j'étais très surpris quand je suis arrivé. Moi, je me suis dit, je vais arriver là-bas, je vais tous les... Pas du tout. Donc tu as eu une période d'adaptation parce que aussi c'est très physique et tout. Donc c'était pas simple. Et quand je suis rentré en France, j'ai eu l'opportunité de signer pro dans des pays comme Malte et tout. Parce qu'après, j'ai fait des essais un peu partout. Mais j'ai très vite fait un arbitrage, comme tu dis, je suis très réfléchi. J'ai très vite fait un arbitrage entre l'argent que j'aurais gagné dans le foot, ça se trouve que j'aurais joué en N2, etc. Alors que j'ai fait des études, en travaillant, j'aurais gagné la même chose, voire plus. Et j'ai vu long terme, parce que faire une carrière de footeux où je joue en N3, N2 pendant jusqu'à 30-35 ans, rentrer dans le milieu du travail et à 30-35 ans avoir un salaire de junior d'un mec qui sort d'école, je me suis dit ça vaut pas le coup. Autant commencer à travailler, j'ai fait des études pour ça, et en parallèle je vais jouer en N3, N2 avec des clubs où je ne vais pas gagner des fixes de fou, mais je vais continuer à prendre du plaisir tout en travaillant. Donc j'ai fait cet arbitrage là, aujourd'hui je ne le regrette pas du tout. Très réfléchi, comme quoi. Kevin. En France, on a une culture sport, on a des résultats, que ce soit foot, Jeux olympiques. Depuis une trentaine d'années, on est quand même plutôt bon. Malgré tout, le regard en France sur les jeunes qui sont talentueux dans le sport, mais pas forcément très scolaires, il y a un regard qui est un peu dédaigneux, on est un peu mis de côté, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Sans être l'inverse, mais en tout cas, un sportif accompli peut réussir sa vie et valoriser. Quel est ton regard par rapport à ça, et qu'est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être modifier c'est intéressant ce que je dis, parce que moi j'ai fait beaucoup de conférences par rapport à l'importance des études pour les jeunes, dans des écoles de commerce, des universités, même des associations, etc. Parce que c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. Et la chance que j'ai pu avoir, moi, c'est qu'en fait aux États-Unis, tu as le double cursus. Donc pour devenir professionnel, soit tu es obligé de passer par les universités, donc soit tu deviens pro, soit au moins tu as un diplôme. Donc dans tous les cas, tu as une porte de sortie. En France, c'est différent. Pour devenir professionnel, tu passes par un centre de formation, c'est le cursus classique. Et la difficulté de ça, c'est que si tu n'as pas été assidu au niveau des études à côté, c'est très compliqué, parce que tu vas te retrouver à 17-18 ans, tu n'es pas retenu par le club professionnel. Donc en centre de formation, tu te retrouves sans rien. Et ça, c'est un très très gros problème, parce que tu as même eu des joueurs, même en Angleterre, qui sont suicidés, etc. par rapport à ça. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés psychologiquement, ils n'ont pas été accompagnés. Et en fait, tu as la pression sociale qui fait que tu as tous les gens de ton quartier et tout qui sont là, tu vas devenir professionnel, nous on compte sur toi. Au final, tu ne réussis pas. Et les mecs, ils se retrouvent sans diplôme, sans rien, sans même un brevet, laissés à l'abandon. Et en fait, aujourd'hui, on devrait accompagner un peu plus les structures sportives pour qu'il y ait un accompagnement pédagogique au niveau des jeunes, pour qu'ils puissent en fait avoir le double cursus. Mais après, c'est une volonté personnelle. Tu as des joueurs qui, comme j'avais vu Ayoub Boadi qui joue à Lille, qui lui continue le bac, etc. Donc après, c'est toi, les convictions que tu as, comment tu es accompagné par ta famille, tes amis, etc., qui font que qu'est-ce que tu vas mettre en place pour avoir ce double cursus-là. Et le système, peut-être à pas modifier, mais... Ah si, à modifier complètement. Moi, je serais pour le modifier. Ouais. Je serais pour le modifier, parce que quand tu arrives en sortant de centre de formation et que tu n'as aucune porte de sortie, tu as à peu près gâché 4 à 5 années de ta vie scolaire. Complètement. C'est très compliqué. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais c'est très très dur. D'un centre de formation. Et puis c'est des cours différents. Ils sont pas scolarisés comme tout le monde. Ils ont des profs qui viennent. Ils adaptent aussi des fois les examens en fonction des compétitions qu'ils ont. Ce qui fait que tu en as certains, ils passent pas le bac. Mais là, en plus, tu vas avoir des compétitions d'ici la fin de l'année. Tu en as qui ne pourront pas passer le bac. Ils vont avoir un bac entre guillemets à aménager, des épreuves à aménager. Mais c'est très compliqué. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Il devrait y avoir un système différent pour ceux qui ont le statut sportif de haut niveau. Parce que très souvent, comme tu dis, ils se retrouvent à la rue. Et surtout, tu parles de la pression
de la famille, des amis, etc. Ouais. Puis il y a même eux leur propre regard comparé avec, quand tu les compares, quand ils se comparent pardon, aux joueurs qui sont dans leur équipe, certains, parce qu'en final, sur une équipe de 11, il y en a très peu qui signent. Ouais. Ou alors des fois ils signent juste pour les bloquer, Ouais, etc. ouais. Mais au final, ceux qui font des carrières, ils sont très peu. Quand tu vois, par exemple, je suis persuadé que ceux qui ont fait la formation avec Mbappé, qui ont joué dans l'équipe avec Mbappé, qui ont gagné la Gambardella avec Mbappé, je ne sais pas combien ont signé pro. Mais je me mets à leur place quand tu vois que certains ont percé et eux, ils se retrouvent au final avec des... Parfois, t'en as, ils redescendent en R1, en R2. C'est très compliqué, sans diplôme, sans rien. Et puis quand tu as à ce niveau-là quand tu as ce niveau-là de compète, quand tu fais des 19 NAS, que tu fais des équipes de France, ce que tu veux, En jeune, derrière, la chute, elle est vertigineuse, parce que tu as tutoyé le top ouais. et tu te retrouves au final sans rien. Et ce qui fait que, comme tu dis, le mec qui peut-être a joué, lui, que en amateur et puis qui finit malgré tout en N3, N2, mais qui a eu un cursus, qui a eu des diplômes, il n'a peut-être pas eu la chance de faire le centre de formation, etc. Mais il a une base solide. C'est-à-dire que demain, le foot s'arrête, une blessure ou quoi, et on sait que ça arrive, il a un taf. Ouais, il reste debout, lui. Ah, clairement. Par rapport à d'autres. Petite page d'actu, Jésus. On l'a entendu, Mohamed Salah va partir de Liverpool. Hein, on en parle à droite à gauche. Mais je voulais te faire réagir là-dessus. Le directeur de l'équipe nationale égyptienne, Ibrahim Hassan, conseille à Mohamed Salah de ne pas aller en MLS. Es-tu d'accord avec ça ? Il a donné les raisons. Pour lui, le niveau technique de la MLS n'est pas encore au top. Bon, ça, oui, le niveau technique de la MLS, il n'est pas au top si tu compares avec les top championnats européens. Après, je pense que là, Salah, au niveau de la carrière qu'il a faite, et aujourd'hui, il arrive en fin de cycle, je pense qu'il va choisir un endroit où il va se sentir à l'aise et kiffer sa vie. Il va aller en MLS peut-être comme Griezmann l'a fait, comme Beckham, Thierry Henry, etc. l'ont fait en fin de carrière pour kiffer la vie américaine. Et puis, c'est pas pour le football américain qu'il va aller là-bas. Donc je pense que, vu les tensions qu'il y a au Moyen-Orient, je pense que de base, son choix sera peut-être plus sur l'Arabie Saoudite. Avec les tensions qu'il y a en ce moment, ça fait peut-être un peu peur. Donc là, il doit être dans une période de réflexion. Et où il ira, je ne sais pas du tout, franchement. Continuons sur l'actualité, et j'en parlais en préambule. Il y a dans quelques semaines à la Coupe du Monde, dans les 3 pays, États-Unis, Canada, Mexique. Penses-tu que la Coupe du Monde en juin marquera un tournant pour la popularité du football aux États-Unis ? Bien sûr, totalement. Déjà, je pense que tu as eu une cote de popularité qui a fortement augmenté grâce aux femmes. Le soccer a vraiment pris une tournure, une envergure monumentale aux États-Unis. Mais là, avec la Coupe du Monde, ça va être encore pire. Ça va être encore pire parce que ça va se déployer au niveau des jeunes, au niveau des hommes aussi. Donc je pense que ça va marquer un tournant dans l'histoire du foot. Comme après 94. Ouais, clairement. Là, ils ont développé des choses différentes. Aujourd'hui, il y a des Français qui sont au sein de la MLS, surtout le programme de développement des jeunes. Dans les académies. Ils avaient le choix entre la formation à la française, espagnole ou allemande. Ils ont choisi la France. Bien ou pas bien, après ça à eux de décider, mais bon, on est quand même pas maladroit dans tout ce qui est formation. Ça, c'est sûr. Oui, mais du coup, voilà, à l'inverse de 94 où effectivement il n'y a pas eu un développement aussi important qu'on aurait pu le penser. Moi j'étais gamin, mais j'ai l'impression que là ils sont à même de faire grimper le deuxième étage de la fusée avec des franchises qui sont quand même solides. Ils ont Lionel Messi, ils ont Griezmann qui va arriver. À mon avis, derrière, dans une quinzaine d'années, peut-être que les États-Unis seront un poids lourd au niveau mondial. Rivaliser avec le football européen ? Au niveau de la sélection, oui, bien sûr. Je sais pas si vous regardez les matchs bien américains, sûr. ils se rentrent dedans. C'est leur gros point fort. C'est leur point fort. C'est leur gros point Et puis fort. ils ont des amplitudes de température qui c'est vrai. sont différentes de la France. Le choc climatique qui va être C'est considérable. pour ça que tu parlais tout à l'heure de Mohamed Salah. Je suis pas sûr qu'il a envie d'aller jouer aux États-Unis. Il n'a pas envie de se faire boiter par des Équatoriens, des Honduriens, des Costaricains. Non, il va chercher un championnat où il va pouvoir faire son petit football technique sans se prendre la tête et ne pas avoir les mêmes améliorer problèmes que Jean Après, Boyer ça reste en du fin business. de mois, Il ira quoi. là C'est où ça. on le mettra Il bien les aura aussi. pas, je pense que On est il d'accord. peut jouer gratuit jusqu'à la fin de sa vie. Ah oui, lui. Mais ils sont pas fous non plus. Non, ils sont Bien pas sûr. fous. Donc Non, je suis bien pas sûr. sûr. Et puis il mériterait un dernier gros contrat parce que c'est quand même un sacré. Il mériterait, je ne Ouais. sais pas, mais Ceux qui font le choix on peut des États-Unis, le je faire pense que confiance. c'est pour le lifestyle. C'est pas pour Mais le football. clairement. Et ceux qui font le choix de l'Arabie Saoudite, ces grands joueurs-là, ça peut être pour des questions de foi, de croyance, religion, et aussi de finances. C'est vrai. Mais c'est pas non plus pour le Parce football. que là-bas, c'est du net.
Ouais. Ce qui est intéressant aussi, j'ai vu, c'est en termes de médias, comment les médias américains couvrent-ils le football comparé à la France? Ici, on voit que les droits télé, c'est compliqué tous les ans. Là-bas, Non, là-bas, c'est cool. Bah, après, tu as une très très grosse couverture médiatique aux États-Unis avec ESPN qui couvre pas mal de matchs. CNN aussi sur la partie sport et tout. Donc, non, même t'as une très, très les grosse, universités? Ah oui, mais les universités, Donc, ça tous passe les sur week-ends, tu te ah oui, voyais à la télé? tous les week-ends. Ouais. Tous les week-ends. Et puis là-bas, tu as ESPN qui couvre aussi les matchs universitaires. Parce qu'après, il faut savoir que le championnat universitaire de division 1 aux États-Unis, c'est le top du top là. C'est-à-dire que les gens préfèrent même regarder le championnat universitaire de division 1 dans Carrément. le foot US. D'accord. Foot US, hein, pas oui. notre foot à nous. Hein. Foot US que le foot de NFL. C'est vraiment, t'as une culture universitaire là-bas qui est vraiment très très forte. Développé. Et du coup, ouais, non, ils préfèrent regarder ça. Je vais Ouais. faire un parallèle avec ce que tu dis. Là, aujourd'hui, tu vois, tu es en train d'animer une émission où tu parles du football régional. Aux États-Unis, tu serais une star. Ah oui, incroyable, clairement, hein, à mort, je te à le dis. mort. Ah, tu me conseilles de partir là-bas? Non, Vas-y, mais clairement. c'est la Porté vérité. Enfin, Ah, clairement, ils ont un clairement. attachement à leurs Ouais, sports ouais. locaux. Ouais. Mais tu as combien de chaînes locales qui sont aux États-Unis? Combien de. Mais moi, souvent, tu peux regarder des films où tu vois toujours une équipe de foot américain, Mais c'est ça. universitaire. Mais c'est la vérité. Moi, Ouais. j'ai un coéquipier à qui j'ai été pro à l'étranger. Il a quitté le monde pro, où il joue en Ligue 1 en Tunisie, Ouais. pour aller finir ses études à l'UQAM. Ouais. Il m'a dit c'est incroyable. C'est incroyable, c'est la Il m'a dit folie. pourtant j'étais pro dans mon pays. Ouais. C'était les chaînes nationales. J'ai préféré la couverture locale et puis mon épanouissement dans le sport universitaire que dans le sport professionnel pur. Ouais. Et c'est Clairement. incroyable, tu as des stades qui sont pleins. Ouais. Et ils sont plus, C'est- comme tu dis, ils sont plus fiers de leurs équipes locales. Mm. Et puis tu le vois même en termes de marketing. Enfin, C'est la folie. Je pense qu'on ne se rend pas compte, hein. Ouais. Mais parce qu'on n'est pas au courant. Mais aux États-Unis, un club universitaire, il fait peut-être plus d'oseille qu'un club de Ligue 1. Ah oui, non, mais Enfin, carrément. j'exagère un peu, mais Non, comme tu dis, c'est des réel. dizaines de milliers d'étudiants. Ouais. Le campus, c'est une ville, pour pas dire presque un département. Ouais, ouais. C'est énormément de monde et ça brasse énormément d'argent. Ah, Et c'est la folie. il y a une Franchement, couverture c'est- derrière. Les journalistes sont. Dernière Bien question, Jésus, quel conseil peux-tu donner à un jeune qui nous écoute, qui regardera la vidéo après, qui voudrait découvrir le football aux États-Unis? Déjà, travailler à l'école. Travailler très très dur à l'école, parce que là-bas, c'est non négociable. Si t'es pas bon au niveau des études, c'est mort, ils te dégagent. Et pour intégrer les meilleures universités là-bas, il faut que tu sois bon au niveau Il faut des se donner les études. moyens de ses Ah, ambitions, faut se quoi. donner les moyens. Là-bas, ils rigolent pas avec ça, donc il faut se donner à fond et puis avoir la discipline qu'il faut. Ouais, c'est parce que ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Bah, c'est pas donné à Parce tout le que, monde. Et puis, Je pense que tu peux avoir la tête et des envies de toucher à tout, sauf au sport peut-être. ben moi, si je prends mon cas perso, ce qui était très difficile, c'est que je suis arrivé dans un environnement où ça parlait anglais toute la journée. Bon, moi, la chance que j'avais, c'est que je faisais un BTS commerce international avant d'aller D'accord. là-bas. Donc, j'avais fait mon stage à Londres, je parlais un peu anglais quand même. Mais tu arrives dans un environnement où tout le monde parle anglais. Mais au-delà de ça, tous les cours sont en anglais. Et des cours de haut niveau. Donc, en fait, moi, je passais des nuits à l'université, à la bibliothèque pour travailler mes cours et tout. C'était hyper compliqué. J'ai eu des menaces du système éducatif où ils me disaient, ouais, là, tes notes, là, c'est pas top. D'accord. Si tu te remets pas à flot rapidement, un premier semestre, on te coupe ta scholarship, Ta ta bourse, ouais. et tu dégages. Donc c'était une grosse pression, quand même. une très grosse pression, mais ça T'as vaut le coup. surmonté, quoi. Non, ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui la vie que j'aime, même professionnellement, je l'aurais pas si j'avais pas été aux États-Unis. Donc C'est un tampon aussi pour l'avenir. c'est clairement. En tout cas, c'est le mot de la fin. On ne pouvait pas mieux terminer. Jésus, merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous pour l'accueil. Tu nous as fait découvrir à moindre coût les États-Unis. Donc merci à toi. Merci à toi. Il est 19h55 comme à chaque fois un petit tour de table. Messieurs, Abou, merci d'être passé. Merci à toi, Farid. Merci de m'avoir invité. Et puis, ravi d'avoir retrouvé le frère de petit frère. Ouais, le petit frère de deux frérots à moi aussi. D'ailleurs, Abdoulaye, il m'a dit de te dire la fibre. La fibre, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est la fibre. Ah ouais, c'est un petit truc entre nous. Ah, d'accord. Ouais. Bon, merci en tout cas à vous d'être passé parmi nous. Kevin, merci également. Bah, merci à toi pour l'invitation, comme à chaque fois. Content de voir Abou, de revoir Jésus, ça faisait longtemps. Ouais, grave. Et en tout cas,
au plaisir de bien finir cette saison autour des terrains. Ah, on aura l'occasion, messieurs. Espérons le ne maintien inquiétez pour pas. les deux équipes. On va croiser les doigts. Il y a C'est encore vrai, un c'est peu- vrai. un peu de boulot. Et comme à chaque fois, Jésus, t'es en plateau, t'es l'invité. Mot de la fin, il est pour toi. Écoutez, merci à vous pour l'accueil et je vous souhaite le meilleur et surtout la santé, c'est le plus important. Exactement. C'est vrai, sans la santé, c'est compliqué. En tout cas, merci d'être venu. Chers auditeurs, auditrices, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Jean Boyer qu'on avait au téléphone tout à l'heure. Merci à tous les trois. Merci à Axel pour la technique et Damien comme à chaque fois. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus et ça fait plaisir. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le football ce n'est que du plaisir. Ciao.